Ok, parfait, magnifique. Bonjour à tous. Je vois que les gens commencent à se connecter. J'espère que votre confinement se passe bien. On continue cette série lancée début septembre, les jeudis tranquillité d'esprit. Je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de Maudit Français. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on est le magazine pour les Français au Québec. Et je vous invite bien sûr à nous suivre via notre infolettre ainsi que Facebook, Instagram, Twitter ou LinkedIn. Vous êtes plus de 150 à vous être inscrits aujourd'hui. Donc, bien sûr, vous remarquerez que vos micros et webcams sont coupés afin qu'on puisse écouter nos experts calmement. Vous pourrez dès à présent déjà poser vos questions dans le Q&A si vous êtes sur Zoom. Si vous êtes sur Facebook Live, vous pouvez poser vos questions en commentaire et on me les enverra pour que je puisse les lire à la fin de la présentation. Vous pourrez aussi, via Zoom, lever la main. Si vous voyez en bas, ça doit être à peu près quelque part là, levez la main et comme ça, moi, je cacherai les noms de famille des gens. On aura juste votre prénom qui s'affiche pour toute confidentialité et vous pourrez poser votre question en direct à nos experts. On en revient tout de suite au sujet du jour. Comment acheter sa résidence au Québec? On a l'honneur de recevoir 3 experts. Marie-Laure Guillard, donc montréalaise depuis plus de 30 ans et courtier immobilier depuis plus de 12 ans. Elle guide ses clients dans leurs projets d'achat, de vente, d'investissement ou de location avec son équipe, Carmen, Caroline et Blandine, qui sera aussi sur le call aujourd'hui. Elle parcourt l'île de Montréal, le centre-ville et sa couronne pour accompagner pas à pas les clients, vendeurs ou acheteurs à concrétiser leurs objectifs immobiliers. Amélie Deschênes, directrice des partenariats chez OFX, leader en paiements internationaux. Amélie simplifie le rapatriement des fonds de l'étranger, notamment pour les Français désirant financer l'achat d'un bien immobilier au Canada avec des euros, tout en permettant de réaliser d'importantes économies. Et enfin, Dan Derry, que certains reconnaissent de la série Jeudi Tranquillité d'Esprit. Notaire, conseiller juridique et fiduciaire, il représente et conseille régulièrement des familles et des gens d'affaires dans leurs projets commerciaux, ainsi que dans leur planification successorale. Ça peut être aussi la création et l'administration de fiducie, la planification transfrontalière, la protection d'actifs et le règlement de succession. Je vous invite tous à nous rejoindre depuis un ordinateur ou une tablette afin que ce soit plus simple pour voir la présentation puisqu'on va partager avec vous des slides aujourd'hui. Je vais tout de suite laisser Dan nous présenter le programme d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Romain. Bonjour à tout le monde. Bien content de vous rejoindre encore aujourd'hui pour vous parler dans notre série de Jeudi Tranquillité d'Esprit de l'achat d'une propriété immobilière, d'une résidence au Québec. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran maintenant. Tout le monde peut le voir. Romain, vous le voyez? Oui. Super. Donc, aujourd'hui, avec Marie-Laure et Amélie, on va vous parler de comment acheter une résidence au Québec. Le but de cette conférence, en 45 minutes, c'est de vous expliquer les concepts de manière légère pour vous aider à démystifier les concepts et les outils, pour vous aider à acheter une résidence au Québec. Donc, naturellement, on parle d'une résidence à des fins personnelles pour y habiter, pas nécessairement pour des fins d'investissement, même si c'est plus les mêmes concepts. Au moins, on va se concentrer sur l'achat d'une résidence à des fins personnelles. Maintenant, le plan de cette conférence, on va parler un peu du marché immobilier à Montréal, au Québec, comment on prospecte une propriété, comment on choisit une propriété, les différentes phases, comment on rapatrie des fonds de l'étranger, en France par exemple, avec les services d'Amélie, les différents types de propriétés qui existent et les différentes étapes ou les différents professionnels qui vont être impliqués, comme par exemple, après naturellement la courtière immobilière, l'inspection, le financement et comment ça se passe chez le notaire. Ensuite de ça, on verra quelques petits trucs, astuces et pièges à éviter. Donc, juste pour vous situer sur la ligne du temps, à partir du moment où vous décidez que vous en avez marre d'être locataire ou que vous voulez acheter une propriété, il y a quelques phases de base, juste pour qu'on se positionne. On a la prospection, on commence à chercher une propriété. Finalement, on commence à, une fois qu'on a repéré la propriété, on est en mode d'offre d'achat, donc le compromis comme en France, où on négocie et on finalise un contrat préliminaire. On fait ses vérifications diligentes, inspection, on obtient son financement et finalement, on passe chez le notaire. Vous allez voir qu'au Québec, contrairement à la France, il y a des différences majeures. La plus grande différence, c'est que c'est ultra rapide et beaucoup plus fluide qu'en France. Bienvenue dans les Amériques.
En général, une transaction peut se faire si tout est bien accordé à l'intérieur de 1 mois, de A jusqu'à Z. Donc, à partir du moment où vous avez une offre d'achat signée jusqu'à la signature chez le notaire, tout peut se faire en 1 mois si tous les éléments sont bien accordés. Maintenant, on ne vous recommande pas de le faire si rapidement, mais théoriquement, on pourrait le faire, contrairement en France où il y a plusieurs délais, comme par exemple obtenir un financement est beaucoup plus complexe. Donc, je vais maintenant passer le micro à Marie-Laure qui va pouvoir nous parler un peu du marché immobilier et de toutes les étapes de la prospection à l'offre d'achat. Merci. Et, voilà. Alors, Blandine, l'écran. J'arrive. Voilà. Bonjour tout le monde. Blandine, tu peux enlever la partie de gauche? Ouais. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, vous savez quel est notre sujet, les jolies maisons à droite. Ça, c'est typiquement le plateau, Rosemont, les belles maisons. Je vais vous l'expliquer. Ça s'appellerait un triplex. Il y a 3 appartements différents dans cette bâtisse. On passe à la prochaine slide. Bon, on va vite passer à la prochaine. Ouais. Voilà, alors qui suis-je? C'est important, mais le plus important, c'est le rôle du courtier immobilier au Québec, en Amérique du Nord. Il est totalement différent de celui de la France. Donc, moi, je suis Marie-Laure, je fais partie de cette équipe que j'ai créée avec Carmen, d'origine mexicaine, et Blandine et Caroline travaillent avec nous. Nous sommes 4 à vous accompagner de A à Z. Et comme le disait Dan, ça peut prendre 1 mois parfois quand on met les bouchées doubles. Donc, c'est pour ça que l'importance du courtier immobilier est vraiment appréciée, parce que vous n'avez qu'un seul interlocuteur. Nous passons par un pot commun. Tous les courtiers immobiliers de Montréal mettent les propriétés à vendre dans un pot commun et où nous avons libre accès. Et ceci fait que vous avez un interlocuteur, vous lui dites j'aimerais aller dans tel et tel quartier et on ouvre les portes de toutes les propriétés qu'on vous a proposées en premier plan par email, la première fois par email. Donc ça c'est très rapide, vous n'avez pas plusieurs appels à faire, plusieurs explications à faire. C'est important. Donc, nous faisons partie d'un organisme professionnel qui s'appelle l'OACIQ, c'est-à-dire que nous avons passé un cours, nous avons un diplôme, nous sommes très encadrés, notre métier est très légiféré et tous les documents que nous allons vous transmettre sont les mêmes pour tout le Québec. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Comme c'est écrit, c'est une vraie tranquillité d'esprit. On vous accompagne de A à Z pour vous guider vers les quartiers, pour vous guider vers le type de propriété et aussi pour vous guider au moment de l'achat quand on passe aux étapes suivantes. Et quand tout ça est bien fini, on transmet au notaire, on transmet à Dan. Notre rétribution, c'est un point important pour beaucoup d'entre vous. Vous n'avez pas à vous soucier. En Amérique du Nord, elle est payée 99 fois sur 100 par le vendeur. Et le vendeur a une entente avec son courtier et le montant qu'ils ont décidé pour la rétribution est divisé généralement par 2 entre le courtier vendeur et le courtier acheteur. Donc, dans votre cas, vous êtes acheteur, donc moi, je représenterai l'acheteur. Et donc, notre expertise, toutes nos années sur Montréal vous permettront d'avoir une juste vue, excusez-moi. Et nous travaillons donc essentiellement sur l'île de Montréal. Quelquefois, on fait des petits écarts vers la rive sud ou vers la banlieue ouest, mais nous travaillons surtout sur l'île. Et comme vous le savez, il y a des quartiers très appréciés par les Français. C'est le Plateau, Rosemont, Villeray, mais il y en a bien d'autres. On va continuer. Alors ça, c'est juste une petite blague, parce qu'au début, vous allez être perdu. Même si je suis d'origine française, j'utilise les mots québécois. Donc, vous allez entendre le mot propriété pour un bien. Condominium, simplement, ça veut dire appartement. Indivis et divis, ça, c'est Dan qui donnera plus de détails tout à l'heure. L'unifamilial, c'est une maison. La cour, c'est le jardin.
Le duplex, ce n'est pas du tout un bel appartement sur 2 étages, c'est une bâtisse divisée en 2 appartements. Et ça peut être un triplex, quadruplex, quintuplex. C'est très, très particulier ça, au Québec. On en retrouve aussi en Ontario, on en retrouve en Angleterre aussi. Il faut savoir que beaucoup de biens ressemblent à ce qu'on retrouve à Londres ou dans les villes anglaises. C'est plus de l'architecture britannique que de l'architecture française. Le prêt hypothécaire, c'est l'emprunt immobilier. Et les mesures sont en pieds carrés. Amusez-vous, il faut vous y habituer. On va dire que si vous enlevez un 0, vous allez avoir la mesure en mètres carrés. Un détail important, ne vous attendez pas à avoir une mesure précise quand vous achèterez. C'est très difficile d'acheter au pied carré ou au mètre carré à Montréal, sauf un bien neuf sur plan. Et ne demandez pas de plan. Les bâtisses, les immeubles sont souvent très anciens et il n'y a pas de plan, sauf une fois de plus dans le neuf. Alors, adaptez-vous et faites-nous confiance. On passe à la prochaine étape. Blandine, vas-y Blandine. Bonjour à tous, donc moi je vais vous parler un petit peu du marché immobilier à Montréal. Des 5 dernières années, on va commencer, donc vous en avez probablement déjà entendu parler, mais le marché à Montréal, jusqu'au aujourd'hui, on est le 11 je crois, ou le 12 novembre, il va très bien. Depuis 2015, il est en constante progression de manière très régulière et ordonnée. Tout ça porté par une économie qui va très bien. Pour vous donner un exemple, en 2019, au 3e trimestre 2019, le taux de chômage au Québec était de 5%. Aujourd'hui, alors on est tous conscients que le contexte est complètement différent, mais il est un tout petit peu au-dessus du 10%. Plein de facteurs expliquent ça, et puis je ne vais pas forcément rentrer dans le détail aujourd'hui. Et puis sans être une experte en économie, 5% en taux de chômage, je crois qu'au niveau mondial, ça veut dire que l'économie allait bien. Et ça se reflétait sur le marché. Et Montréal prenait une ampleur de plus en plus importante, et au Canada, mais aussi en Amérique du Nord, notamment à toute une série d'industries qui se développent énormément. Alors on pense aux jeux vidéo, on pense à la réalité virtuelle, au AI, etc., etc. Ici, on a voulu faire un focus sur les 12 derniers mois, et puis on voit qu'en avril et mai 20, on a eu une grosse chute parce que, comme vous tous, on était enfermés chez nous, et les seules possibilités de visiter des propriétés, c'était de manière virtuelle. Alors évidemment, ça a découragé pas mal de vendeurs et d'acheteurs. D'ailleurs, au deuxième trimestre 2019, je vais y arriver, on a eu un recul de 36%. Vous le voyez, ça s'est pas mal rattrapé en 2020, qui a été au 3e trimestre 2020, qui a été le trimestre de tous les records, notamment le mois d'octobre, où on a eu un pic, d'ailleurs le plus haut pic des ventes depuis 2015 à Montréal, tant d'un point de vue du nombre de transactions que de leur volume. Novembre est tout petit, mais c'est normal, on est le 12 novembre, donc on n'a pas encore du tout tous les chiffres, mais on voit qu'on a bien commencé. Un autre point aussi que je voulais souligner, c'est effectivement, ces chiffres concernent toutes les tranches de prix. Par contre, il y a eu un autre bond assez étonnamment cette année à Montréal, c'est le haut de gamme. Alors, pour vous donner une idée, les propriétés à plus de 1 million ont progressé de 47% en 2020 versus 2019. C'est assez étonnant parce qu'on pourrait se dire que, vu le contexte actuel et étant donné la pandémie, on ne s'attendait pas en tout cas à ce que les propriétés de plus de 1 million explosent à ce point-là à Montréal. Ici, on a voulu vous montrer aussi qu'on est sur un marché de vendeurs, en tout cas jusqu'à présent. On a comparé également 2 quartiers, le plateau Mont-Royal que beaucoup de gens connaissent très bien, et puis Ville-Marie qui en fait correspond au centre-ville, qui sont 2 quartiers qui ont des marchés très différents. En fait, quand on parle du marché de Montréal, il y a la tendance globale, mais c'est beaucoup de micro-marchés avec des modes de fonctionnement très différents. Et on voit que pour l'instant, toutes les propriétés se vendent, si ce n'est pas au prix demandé, c'est un tout petit peu en dessus. Et puis bien souvent sur le plateau, le graphique ne le montre pas très bien, mais quand ça touche les 100%, souvent c'est que c'est même au-dessus du prix demandé. Donc on a vu que majoritairement en 2020, les propriétés, en tout cas sur le plateau, se sont vendues au-dessus du prix demandé, toutes tranches de prix confondues. Et au centre-ville, pas beaucoup moins. Marie-Laure, je te redonne la parole. Ah non, il me reste 7 slides. Je suis un peu rapide. Mais 3e trimestre, pour leur dire rapidement, ça a été un trimestre des records. En fait, on a rattrapé surtout
le manque d'activité qu'on n'avait pas eu au deuxième trimestre, avec plus de 30% de ventes, donc un record, mais aussi plus de 49% d'inscriptions. Puis on en reviendra un petit peu plus tard, mais on voit que le nombre d'inscriptions commence à remonter à Montréal, ce qui est la première fois depuis 2015. Et enfin, les prix, eux, ont continué d'augmenter versus le troisième trimestre 2019, avec près de 20% pour l'unifamilial, près de 11% pour le condo et 15% pour le plex. Pourquoi c'est l'unifamilial qui génère le plus d'engouement? Puisque la pandémie a aussi modifié les besoins des clients. Beaucoup de gens cherchent aujourd'hui de l'espace. Quand on parle de Montréal, on parle de tous les quartiers de Montréal, donc pas forcément que le centre-ville. Il y a le Ville-Saint-Laurent, il y a le sud-ouest où il y a aussi plus de maisons et les familles s'orientent aussi beaucoup sur ce type de biens. À toi, Marie-Laure. Donc, la Covid, oui, a changé les habitudes, les demandes pour le logement. Beaucoup de personnes maintenant pensent à le télétravail, avoir 1 ou 2 bureaux fermés par famille, parce que parfois, il faut aussi s'habituer aux enfants qui sont en même temps là pour étudier. Ça, c'était une réalité sur le terrain lors des visites, lors des besoins des clients qui ont un petit peu quitté le centre-ville pour se mettre un peu plus loin, pour avoir un peu plus grand. Et en pratique, un petit détail, cette photo, c'est notre première transaction au mois de mai. Dès que ça a été autorisé, il n'y avait pas encore la signature électronique chez les notaires. Donc, la notaire était sortie sur le trottoir du parc La Fontaine pour faire signer dans les voitures. C'était quand même assez cocasse. Et donc, ça, c'est la nouveauté. Maintenant, les notaires ont cette possibilité de faire des signatures électroniques si les restrictions devenaient encore plus sévères et qu'ils ne pouvaient plus faire venir leurs clients chez eux dans leur étude, mais Dan vous expliquera ça. Il n'y a plus les fameuses visites libres du dimanche après-midi où c'était la foire d'Empoigne, un monde fou qui essayait de visiter. Maintenant, c'est très raisonnable et c'est sur rendez-vous de 2 à 4 les dimanches. Et donc, c'est plus agréable. On est obligé de signer un document pour prouver qu'on n'est pas malade et qu'il n'y a pas de problème, donc c'est plus encadré. Et la nouveauté, c'est que les courtiers ont dû s'adapter et les photographes. Nous présentons toutes nos propriétés avec des visites virtuelles, donc c'est un matériel totalement différent. Ce n'est pas un vidéo, c'est vraiment une visite virtuelle. Donc ça a pris un petit moment, mais les photographes sont très vite habitués à ça. Voilà. Donc, c'est les changements. Alors, comment est-ce qu'on acquiert une propriété à Montréal? En 1 mois ou en 3 mois en général, pas plus de 3 mois de délai. Donc, les grandes étapes, on va d'abord vous rencontrer par Zoom. C'est fini le café ou le bureau pour vraiment définir vos besoins. Pour vous guider aussi si vous avez des hésitations. On vous parle de plusieurs quartiers. Si vous en connaissez qu'un ou deux, on va vous ouvrir les yeux vers d'autres quartiers comme il y a Saint-Henri, Notre-Dame-de-Grâce, Pointe-Saint-Charles, qui sont moins connus des Français mais qui peuvent être aussi très intéressants. Il y a Outremont, Westmount, il y a beaucoup de choses. Ça dépendra aussi de votre vie personnelle et de l'endroit où vous allez travailler, où vous retournerez au bureau un jour ou dans les usines. Le plus important, ce dont on va vous parler, qui a énormément changé ces 2 dernières années, c'est de rencontrer, avant les visites, c'est impératif de rencontrer un courtier hypothécaire, de parler à un représentant d'une banque. Et quand je dis courtier hypothécaire, ce n'est pas un directeur financier, ce n'est pas un directeur de compte, c'est un spécialiste en hypothèque, en prêt bancaire pour l'immobilier. Ces personnes connaissent très bien leur métier. Elles vont regarder avec vous votre capacité bancaire, votre capacité d'emprunt, votre crédit, selon si vous êtes résident ou non, combien d'apports personnels vous devez avoir, combien vous devez transférer via Amélie, via OFX. Et donc, c'est un élément crucial pour démarrer les visites. Et le courtier hypothécaire a cette particularité, c'est qu'il travaille à la même cadence que le courtier immobilier. Donc, il m'est arrivé un dimanche matin à 9h30 d'avoir un courtier hypothécaire qui sortait une lettre
parce que le client était en offre multiple et devait avoir une nouvelle lettre à jour. Donc, ce sont des personnes qui travaillent efficacement et qui vont vous délivrer cette lettre qui vous permettra de gagner une offre multiple. Parce que cette lettre rassure le vendeur. Cette lettre prouve au vendeur que vous avez la capacité financière d'acheter, que vous ne serez pas refusé quand vous aurez fait une offre dans 1 ou 2 semaines. Et vous, ça vous guide très bien. En général, les banquiers canadiens sont plus généreux que les Français qu'en France. Un Canadien qui habite ici peut mettre simplement 5% d'apport personnel. Pour un non, donc pareil pour un résident permanent, et les non-résidents doivent apporter à peu près 20% d'apport personnel. Voilà, donc une fois qu'on a bien établi tout ça, on va faire les visites. Ça sera probablement essentiellement avec Blandine ou moi qu'on fait les visites. On fait le tour, on essaye d'avoir un petit peu de temps. Si vous avez une vision, vous savez faire un peu de travaux, un petit peu de rénovation, vous aurez moins de concurrence que si vous achetez un produit très beau, parfait, tout neuf. Là, il y a quand même plus de personnes qui cherchent. Il faut savoir qu'à Montréal, depuis plusieurs années, il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc, ce n'est pas très simple. Il faut savoir réagir assez vite. Et ceux qui savent prendre des décisions rapides ont un certain avantage. Et quand on a fait le tour, on n'a pas toujours dans ce domaine, à moins que on va parler 2021 après, à moins qu'en 2021, on ait un peu plus de temps. Sinon, on fait une visite et c'est très rare qu'on ait l'occasion de faire une 2e ou une 3e visite. Quand on a fait le tour des propriétés, en général, ça varie de 8 à 15 visites, c'est à peu près la moyenne. On présente une offre. Cette offre, elle est standard, c'est un document légal qui est le même pour tout le Québec. Et on le rédige ensemble selon vos critères et on essaye de satisfaire le vendeur. Donc, on va mettre proche du prix demandé, le plus proche du prix demandé, voire le prix demandé. On n'est pas dans une période de négociation. Si on peut négocier, en 2021, on vous le dira volontiers, mais en ce moment, on ne peut pas encore négocier. Les vendeurs sont très exigeants et mènent la vie dure aux acheteurs. Et c'est là notre rôle, c'est de vous soutenir moralement et avec tout ce que nous pouvons faire. Et une fois qu'on a rédigé l'offre, qu'on s'est mis d'accord sur la date d'achat et le prix, ce sont les points essentiels. Cette offre va comprendre 3 clauses très importantes, celle de l'inspection. Au Québec, en Amérique du Nord, c'est l'acheteur qui fait faire sa propre inspection technique, qui passe entre 2 à 4 heures avec l'inspecteur qui lui explique en détail la propriété. C'est le moyen de bien connaître son achat et de savoir qu'est-ce qu'il y aura à faire à court terme, à moyen terme ou à long terme pour entretenir ce bien que vous allez acquérir. Et l'inspecteur, s'il amène des points essentiels, des points graves, vous pouvez vous retirer. S'il amène des réparations subséquentes, un peu importantes, vous pouvez essayer de négocier une baisse de prix. Il faut savoir que c'est très difficile quand il y a plusieurs acheteurs qui attendent derrière vous. Par contre, on en reparlera en 2021. Ici, ça ne se fait pas de demander une baisse de prix s'il n'y a pas de raison. Ça ne se fait pas non plus, ce que je n'ai pas dit avant, de demander à la banque de dire ben, j'ai changé d'avis, il faut juste dire que je n'ai pas les fonds pour acheter. Non, les banques font selon les règles et les inspecteurs, en tous les cas, tous ceux qu'on recommande sont très scrupuleux de vous faire un bon état des choses. Ils vont vous remettre un rapport que vous garderez, qui vous guidera pour les années suivantes. La deuxième clause, c'est que vous avez 10 à 12 jours pour obtenir de la banque la lettre finale pour l'achat de cette propriété. Donc ça, c'est très important. Et cette lettre finale sera remise au vendeur. Et si vous achetez dans un immeuble, dans une copropriété, il y aura des documents de l'immeuble, l'AG, les résumés
d'assemblée générale, les états financiers, les règlements de copropriété, tout ça on vous expliquera, on vous aidera à les lire et on vous en donnera les conséquences. Je ne parle pas donc de ce qui est en divise ou indivise dans les achats de copropriété, c'est Dan, c'est la partie du notaire, il reviendra là-dessus tout à l'heure. Et voilà, quand tout ça est fait, quand vous avez eu une bonne inspection, quand vous avez eu votre financement et que vous avez eu, vous êtes satisfait de la gestion de l'immeuble, eh bien, on envoie tout ça chez le notaire qui, lui, prend le relais avec les documents de la propriété. Donc, je ne m'étendrai pas sur cette partie du notaire qui va vous rassurer et qui est là pour conclure tout ce qui s'est fait très, très vite avant. Donc, les types de propriétés, je ne vais parler que de l'aspect physique, si je puis dire, ou architectural. C'est Dan qui parlera de l'aspect légal. Donc, comme je l'ai dit, il y a ce terme très amusant, des plex. Donc, vous voyez que sur ces photos aussi, on voit toujours le ciel. C'est comme à Londres, c'est comme chez les Anglais. Sauf au centre-ville, il n'y a pas de gratte-ciel. Les immeubles avaient juste 2-3 étages au Québec. C'est très agréable. Et donc, ce qu'on voit à gauche, c'est un duplex parce qu'il y a deux appartements dans un étage, dans une bâtisse, il y a deux étages. Souvent, le rez-de-chaussée, ça dépend des quartiers, a la chance d'avoir un très haut sous-sol qui est relié au rez-de-chaussée. Donc, ça fait 2 étages pour cet appartement-là. Les quartiers prisés des Français, Rosemont, Villeray, le Plateau, il n'y a pas de sous-sol, il y a juste un vide sanitaire absolument horrible quand il faut s'y engouffrer pour l'inspecteur qui fait 50 cm à 1 mètre de haut et pas du tout attirant. Par contre, dans Notre-Dame-de-Grâce, Saint-Henri, Côte-des-Neiges, il y a des très beaux sous-sols qui ont été aménagés, qui font des pièces à vivre supplémentaires très, très appréciées. Donc, duplex, triplex, quintuplex, voilà. C'est aussi, quand ça s'appelle quadruplex ou quintuplex, ça devient souvent un investissement. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui veut avoir des locataires. Le duplex ou triplex était autrefois habité par des familles qui avaient parents à un étage, enfants à l'autre. Et maintenant, ça a tendance à varier et c'est divisé en 2 appartements différents, 2 propriétaires différents. L'unifamilial, c'est une maison. Donc, vous voyez que les maisons sont mitoyennes. Il ne faut pas du tout vous inquiéter de ça. Il y a les maisons qu'on appelle en rangée qui sont toutes les unes collées aux autres. C'est aussi pratique. Ça évite des coups de chauffage perdus. Et dans les quartiers un peu plus huppés, les maisons vont être juste collées 2 par 2. On les appelle les mitoyennes, donc il y a un mur commun. Sachez que le bruit passe beaucoup moins à l'horizontale qu'à la verticale. Donc les Français souvent, ah, mais moi je ne veux pas être collé aux autres, je l'entends toujours. Alors si vous ne voulez pas être collé aux autres, ajoutez quelques centaines de milliers de dollars et vous aurez une maison séparée et qui sera beaucoup plus grande, mais plus onéreuse à tout point de vue, au niveau des taxes aussi et au niveau du chauffage, qui n'est pas négligeable à Montréal. Voilà. Et les copropriétés, donc c'est des tours, c'est des grands immeubles où il y a beaucoup d'appartements. Ça varie de 15 à 150, 200. Voilà. Ça, c'est pour les propriétés. Divise ou indivise, je vais laisser ce détail passionnant à Dan, c'est l'aspect légal. Donc, divise, c'est un appartement comme vous connaissez en France, et indivise, c'est autre chose, un petit peu plus compliqué quand on y met le doigt. Voilà, je vais laisser ça à Dan. Les coûts, je fais ça brièvement. Donc, vous n'avez pas la commission, elle est payée par le vendeur. Vous aurez les coûts de l'inspection, ça varie de 500 $ pour un petit appartement d'1 ou 2 chambres à environ 2000 $ pour une grande maison.
Nous vous conseillons des inspecteurs. On a une dizaine de noms d'inspecteurs avec qui nous travaillons régulièrement, en qui on a toute confiance. Le notaire, selon votre quartier, vos besoins, on vous en conseille un, Dan Derry, ici présent. Le coût du notaire à Montréal démarre à 1 500 et peut monter beaucoup plus cher selon la difficulté du dossier, le temps que le notaire passe aussi avec vous, c'est certain. Ça, je parle de Montréal, pas des banlieues. Et la taxe de bienvenue, eh bien, elle s'appelle la taxe de mutation. Elle existe dans toute l'Amérique du Nord. Ce n'est pas une particularité de Montréal. Et vous la recevrez par la poste, par la municipalité, environ 1 à 3 mois plus tard, après votre acquisition. Il faut compter 1 à 2% du prix de l'achat. Voilà. Ah, ça, c'est Blandine qui va faire une rapide aparté pour un petit avantage pour les jeunes. Oui, pour les jeunes familles, Montréal a mis en place un programme pour essayer de retenir, enfin, pour tenter de retenir un maximum de familles sur l'île en considérant la hausse des prix. Donc, vous pouvez recevoir un remboursement de votre taxe de bienvenue, ce qui n'est pas négligeable puisque le chèque que vous recevrez ultimement sera entre 5 000 et 7 000 $. Par contre, pour avoir la chance de recevoir ce chèque, il faut être une famille avec des enfants. Si c'est votre premier achat à Montréal, une famille avec des enfants de moins de 18 ans, la grossesse est comptée dans les enfants de moins de 18 ans. Et si vous étiez déjà propriétaire, les mêmes conditions s'appliquent, sauf que vos enfants devront avoir moins de 13 ans. La grossesse s'appliquant toujours. Le prix d'achat maximum admissible est de 630 000 $. Alors, on peut s'acheter un condo, une copro, une maison ou même un 5plex. Les seuls types de construction ou d'habitation qui ne sont pas inclus, c'est les copropriétés indivises, dont Dan reviendra plus tard. Je vais laisser Marie-Laure présenter un petit peu le début de 2021, puis ensuite je reviendrai pour les statistiques. Oui, donc 2021, eh bien, ne nous demandez pas trop, parce que nous avons tous été surpris que août, septembre, octobre soit aussi dynamique et qu'il y ait toujours autant d'acheteurs. On va quand même oser vous dire que depuis 2-3 semaines, on sent un petit ralentissement. Vraiment, ce petit ralentissement pour nous n'est pas encore inquiétant. Il n'est pas du tout inquiétant dans tous nos bureaux, les autres agences et avec les collègues quand on en parle. Il y avait beaucoup plus d'acheteurs que vendeurs. Les acheteurs avaient la vie dure. Certaines personnes le savent bien. Il fallait faire peu de visites, visiter très très vite, faire une offre très rapidement et avoir beaucoup de compétition, beaucoup d'autres acheteurs sur la même propriété. Nous avons eu, par exemple, une maison à vendre agréable, taille pour une jeune famille récemment dans Notre-Dame-de-Grâce. On a eu 45 visites, on a eu 8 offres. C'est quand même dur, ça veut dire qu'il y avait 44 couples qui cherchaient et qu'il y avait 7 acheteurs qui avaient fait la démarche de mettre le prix demandé, plus cher que le prix demandé, qui n'ont pas été satisfaits. Donc, c'est la vie difficile pour les acheteurs à Montréal. Je veux juste être réaliste, mais on est là pour vous aider, on est là pour vous guider, et puis on y arrive très bien. Et par contre, on pense que ça ralentit peut-être un peu, et si ce n'est pas inquiétant, c'est parce que les acheteurs, vous aurez un peu plus de temps. Alors, on sera très content pour vous si vous êtes un peu mieux traités. Voilà. Et le Français a tendance à hésiter à prendre une décision, a du mal à se décider, à se lancer, qu'il soit à Montréal depuis longtemps ou pas depuis longtemps. Mais ça, c'est un conseil et vous allez l'apprendre sur le tas. Voilà. Donc, c'est ça, ce qui est écrit dans les offres multiples ou pas multiples. C'est important d'avoir un bon courtier, d'être bien accompagné. Comme je le disais, si vous acceptez de faire des petits travaux, vous aurez un peu moins de concurrence. Et vous payerez peut-être un peu moins cher. Voilà, Blandine, à ton tour.
Justement, on pense que le marché se calme un peu et puis on commence à avoir une tendance se dessiner à Montréal. Donc, comme on en a parlé en début de présentation, depuis 2015, c'est un peu la folie. Puis vous le voyez sur ce tableau, donc en rouge, c'est le nombre d'inscriptions en vigueur. Donc, c'est le nombre de maisons techniquement qui sont à vendre. Alors, attention, nous, on s'est intéressé aux maisons en vente. Donc, ça n'inclut pas les locations, uniquement sur l'île de Montréal. Et en bleu, c'est les ventes. Et vous le voyez, de janvier 2015 à peut-être mai 2020, le nombre d'inscriptions de maisons à vendre n'a fait que baisser puisque tout se vendait. Par contre, on voit une nouvelle tendance. Alors, à partir de janvier 2020, si on regarde un petit peu, le nombre de ventes continue d'augmenter. Mais par contre, le nombre d'inscriptions continue d'augmenter. Il y a une nouvelle dynamique qui s'installe, c'est l'augmentation des inscriptions. Et c'est la première fois qu'on voit cette dynamique-là depuis janvier 2015. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a voulu nous faire un petit focus comme on l'avait fait en début de présentation par quartier. Donc, on voit sur le plateau, vous le savez probablement déjà, mais ça a été complètement dingue. Surtout depuis janvier 2017, j'ai envie de dire, jusqu'à récemment, très récemment, tout se vendait, tout se vendait, puis il y avait de moins en moins d'inscriptions, ce qui aussi provoquait ce phénomène d'offres multiples. Et là, on voit que très clairement, depuis mai 2020, le nombre d'inscriptions ne cesse d'augmenter. C'est encore plus flagrant sur le quartier, l'arrondissement de Ville-Marie, donc qui, je rappelle, inclut le centre-ville. Et là, on voit que depuis 2020, déjà, on n'a jamais eu la même dynamique que sur le plateau. Donc, même si ça allait plutôt bien, le nombre d'inscriptions ne cessait de diminuer. On n'est jamais arrivé aussi bas que sur le plateau. Les ventes étaient relativement stables les 5 dernières années. Puis, en janvier 2020, mai 2020, on a eu la même chute que partout. Mais si vous regardez bien le graphique, on a une petite remontée, mais on ne revient pas au même stade qu'avant. Alors que sur le plateau, on a même dépassé les pics d'avant. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on parlait d'un ralentissement et on parlait des différents types de marchés à Montréal. Pour l'instant, le plateau va encore très, très bien, même si on constate un léger ralentissement. Ville-Marie, le centre-ville, c'est une histoire complètement différente parce qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient investi dans le locatif à court ou moyen terme. Et on le sait bien, à cause de la pandémie, il n'y a pas d'immigrants qui arrivent, il n'y a pas d'étudiants. Donc, il y a un parc locatif qui reste vide. Et puis, quand on n'arrive pas à vendre, on essaye de mettre en vente. Donc, c'est sûr que ça commence à avoir un petit impact sur les prix. Les prix étaient montés très, très haut. Donc, Blandine, il faut qu'on aille. Ils vont baisser, on ne sait pas. Est-ce qu'ils vont se stabiliser? Probablement. Et c'est ça. Voilà. Marie-Laure? Oui, je vois que... Regardez le diagramme, la slide, et je vous dis juste au revoir parce que je crois que nous avons été trop longues. Alors, désolée. Et vous poserez vos questions, on vous répondra par écrit. Ça sera peut-être mieux pour que les autres puissent parler. À bientôt. Il n'y a pas de souci. En tout cas, on va continuer avec Amélie. Vous en faites pas. Vous pourrez poser toutes vos questions à la fin. Donc, Amélie, si tu veux partager ton écran, tu peux le faire. Et tu peux activer ton micro aussi. Merci beaucoup pour cette présentation, en tout cas, Marie-Laure et Blandine. Et restez avec nous. Vous pourrez poser toutes vos questions en direct, de vive voix ou, bien entendu, en commentaire, dans le Q&A. Écrivez vos questions et puis on répondra au maximum à la fin de cette présentation. Amélie, je te laisse enchaîner. Merci Romain, puis merci les filles. Je suis moi-même dans le processus d'un déménagement à Montréal, puis c'est le genre d'info qui m'a beaucoup aidée personnellement. Je vais y aller assez rapidement, alors attachez-vous. Je veux, dans le fond, aujourd'hui, simplifier au maximum une des étapes pour l'achat d'une propriété au Québec et c'est celle du rapatriement des fonds de la France. Donnez-moi un petit instant. All right. Alors, pour un virement de fonds de l'étranger, on peut être tenté d'y aller avec sa banque. Je l'ai fait moi-même, vous l'avez peut-être fait aussi. C'est une option qui est facilement accessible. Par contre, lorsqu'on utilise sa banque, on se rend compte assez rapidement qu'on y perd pas mal au change. Les banques vont prendre des frais de transaction à l'envoi et à l'arrivée, mais surtout une marge sur le taux de change réel qui est assez grasse.
Et je voulais commencer par définir ce qu'est le taux de change réel. Donc, il est aussi appelé le taux interbancaire et c'est le taux qui est utilisé par les grands groupes bancaires dans le monde pour échanger des millions de devises entre eux. Ce n'est jamais un taux qui est disponible pour les consommateurs, mais on peut quand même l'utiliser comme référence pour comprendre, dans le fond, les prix qui nous sont facturés. Et donc, tout fournisseur de devises étrangères ajoute une marge au taux de change réel, donc dans le fond, un coussin sur le taux de change réel. Et votre défi, c'est donc de conserver cette marge au minimum. Et puis, je vous donne un exemple bien concret d'emblée. Alors, si vous, pour quelqu'un qui voudrait rapatrier 100 000 € en dollars canadiens, le taux réel ce matin était de 1,55. Et puis, donc, un taux bancaire standard, donc si on utilisait la banque, on obtiendrait environ 151 900 $ canadiens au final. Cette même transaction, si on la faisait avec un spécialiste en taux de change comme au FX, on obtiendrait au final 154 300 $ canadiens. Et donc, c'est une différence de 2 400 $ au bout du compte. Ce n'est pas négligeable. Et puis, c'est pour ça que je vous invite à utiliser comme stratégie. Puis, s'il y a une chose à retenir aujourd'hui, c'est vraiment ça. D'abord, soyez informés du taux de change réel au moment de votre transaction. C'est un taux qui fluctue à la seconde. Donc, le taux d'il y a 2 jours n'est plus valable. Vous pouvez le trouver sur Google. Quand vous faites EuroCAD sur Google, c'est le taux de change réel qu'on vous montre. Et puis, je vous invite aussi à magasiner les spécialistes en taux de change parce que c'est souvent là que vous allez avoir le meilleur taux. Ici, je couvre rapidement des produits qu'on vous offre. Ce sont des produits, il y en a 2 là-dedans qui sont des produits avancés pour vous aider à gérer le risque de change. Puis le risque de change, dans le fond, c'est simplement le risque que la devise que vous achetiez soit plus chère, dans le fond, dans le futur. Donc, commençons par l'ordre à court limité. En anglais, on l'appelle le limit order. C'est un produit qui est basé sur le principe d'attendre pour le bon moment. Et donc, vous allez utiliser ce produit-là lorsque vous avez un petit peu de flexibilité par rapport au temps et que vous pensez que le taux va s'améliorer. Et donc, dans le projet d'un achat d'un bien immobilier, ça serait vraiment en amont. Donc, le taux aujourd'hui est à 1,55. Pas si longtemps, en octobre, il a été plus élevé à 1,57. Alors, on pourrait espérer qu'il revienne à 1,57. Avec le limit order, donc, avec votre directeur de compte chez OFX, vous placez une épingle dans le marché à 1,57. Et si et quand le marché atteint 1,57, nous allons acheter les dollars canadiens pour vous. Alors, c'est un outil de monitoring de marché, dans le fond, qui fait que vous n'avez plus à regarder ça à tous les jours. On le fait pour vous. Et puis, donc, la seule obligation de ce produit-là, c'est d'avoir les fonds prêts parce que si le marché atteint 1,57 demain, nous, on vous appelle et il faut réserver. Il faut alors booker la transaction. Mais il n'y a vraiment pas d'inconvénient à ce produit-là. Il n'y a pas de coût additionnel si vous désiriez faire la transaction avant. Donc, si le marché n'atteint pas 1,57 d'ici dans 2 jours, mais que vous désirez réaliser la transaction, vous pourrez le faire et canceller l'ordre à court limité. Alors, je vous recommande vraiment de discuter de ce produit-là avec votre directeur de compte. Le deuxième produit le plus courant s'appelle simplement le taux au comptant, le spot rate en anglais, et c'est donc d'acheter une devise étrangère au taux où il est immédiatement, on the spot. Le troisième outil qui est très important aussi s'appelle le contrat à terme ou le Forward Exchange Contract. C'est le seul produit qui vous protège contre un mouvement défavorable de la devise. Et donc, le contrat à terme est basé sur le principe « j'achète aujourd'hui, je paie plus tard ». Et ça peut être intéressant dans le cadre de l'achat d'un bien immobilier, encore une fois, parce que si le taux de change est avantageux aujourd'hui, mais disons en France, vous devez peut-être liquider des investissements ou rassembler vos fonds dans un seul compte, ça peut prendre quelques jours, quelques semaines. Et donc, le contrat à terme vous permet de réserver le taux de change d'aujourd'hui pour une transaction n'importe quand entre 2 jours et 12 mois à partir de la date d'aujourd'hui. Donc, ça vous laisse le temps de faire vos démarches avec votre banque en France ou avec votre firme de gestion de patrimoine pour rassembler vos fonds. Et ça vous protège d'un mouvement qui pourrait être négatif. Donc, ça, c'est un produit que je pense qui pourrait vous aider. Il y a un coût d'un dépôt de 10 %. Donc, si vous pensiez rapatrier 50 000, il faudrait avoir un 5 000 de prêt pour qu'on réserve le taux du jour pour vous pour le montant total de 50 000.
Le dernier produit, c'est l'expertise humaine. Chez OFX, on croit qu'en 2020, les gens veulent une plateforme transactionnelle qui soit facile à utiliser, qui vous permette de faire vos transactions au moment qui vous convient. Mais on complète ça avec une expertise humaine par téléphone 24 heures sur 7, notamment pour des produits qui sont un petit peu plus complexes comme l'ordre à court limité, le contrat à terme. On peut vous guider là-dedans. Ici, ce sont simplement quelques outils qu'on a qui sont en mode libre-service. Donc, vous pouvez télécharger l'application mobile. Via cette application-là, vous pouvez avoir des alertes de taux Eurocad. Donc, ça vous simplifie un peu la vie de ne pas avoir à monitorer ça vous-même tous les jours. Il y a aussi un commentaire hebdomadaire qui peut vous être livré dans votre boîte courriel. Et finalement, si vous êtes intéressé à connaître un petit peu plus les grands facteurs économiques qui affectent les devises, on a un dossier un peu plus volumineux qui s'appelle le Currency Outlook qui est livré à chaque mois. C'est un dossier d'à peu près 10 pages. Ici, je voulais couvrir rapidement l'enregistrement d'un profil parce qu'en étant une compagnie financière, il y a quand même des normes de conformité assez élevées. Donc, rendez-vous au ofx.com/maudit-français, pas de CCD sur le C. C'est là que vous aurez accès. On a négocié avec Maudit Français des taux de change préférentiels. Alors, via ce lien-là, OFX ne prendra jamais une marge sur le taux de change réel de plus de 0,45 %. Alors, c'est tout petit, beaucoup plus avantageux. Les banques prennent entre 2 et 5 %, donc d'où l'épargne d'à peu près 2 % qu'on a calculé plus tôt. Et donc, pour s'inscrire, c'est comme tout service en ligne. Vous allez sur le lien. On vous demande d'entrer nom, email, pays, devise et votre adresse. Et ici, l'adresse, entrez une adresse civique, entrez une adresse civique à laquelle vous avez été pour plus de 6 mois. Parce que la plateforme va passer ce qu'on appelle une vérification électronique, qui est dans le fond une validation d'identité et qui se base entre autres sur votre adresse civique. Et donc, pour passer cette vérification électronique-là, entrez une adresse où vous avez été pour quelque temps. Une fois que vous avez créé ce profil en ligne, ça prend 5 minutes. Vous allez recevoir un appel de bienvenue d'un membre de notre équipe. Et puis qui va réviser avec vous le profil. Et une fois que ça c'est fait, on vous envoie un courriel comme quoi le compte est activé, ce qui veut dire que vous pouvez dorénavant utiliser la plateforme pour bouger des fonds de l'Europe vers le Canada. La troisième étape, c'est de réserver le taux. Sur la plateforme, on appelle ça Book Transfer. Et quand on dit Book Transfer, ce qu'on veut dire vraiment, c'est on réserve le taux pour le montant, évidemment, et les devises recherchées. Une fois que le taux est réservé, ensuite, la dernière étape, c'est de nous envoyer les fonds. On vous demande d'initier l'envoi des fonds dans un délai de 48 heures, à l'intérieur de 2 jours. Il faudra aussi, d'ailleurs, entrer les coordonnées bancaires du destinataire. Dans ce cas-ci, ce sera les coordonnées bancaires de votre compte au Canada, de votre compte bancaire au Canada. Sachez que vous pouvez aussi payer une tierce partie. Donc, si vous vouliez entrer le compte du notaire, ça peut se faire aussi. Donc, votre propre compte ou celui du notaire. Rapidement, la logistique du paiement, ce qui nous permet de faire les transferts de façon plus rapide et moins chère, c'est entre autres nos opérations. Ce sont 2 paiements locaux. Alors, les euros sont envoyés de votre compte euro vers notre compte euro qui est détenu chez la banque Barclays. C'est un transfert qui se fait via le système SEPA. C'est gratuit. Et donc, une fois qu'on reçoit les euros, de notre compte en dollars canadiens chez la Banque de Montréal et chez la RBC, la Banque royale du Canada, on vous livre les dollars canadiens dans votre compte client au Canada. Et, voilà, pour conclure, évidemment, les Maudits Français ont fait leur devoir et ont recherché OFX, mais je voulais rapidement vous partager quelques points saillants de la compagnie. C'est une compagnie qui est là depuis 1998, donc 20 ans en affaires, qui était une compagnie de FinTech, je vous dirais, avant que le mot FinTech existe, on avait la plateforme transactionnelle dès le début. C'est une compagnie publique qui est listée sur l'Australian Stock Exchange et donc vous avez accès à toutes nos données financières en ligne. Vous pouvez simplement rechercher OFX Annual Reports, vous allez voir toutes les données là-dessus. On a, à travers ces 20 années, ouvert 6 bureaux dans le monde. Donc, on est là à San Francisco, Toronto, Londres, Hong Kong, Sydney, Singapour. Moi, j'étais associée au bureau de Toronto, mais maintenant, on peut travailler de mon c'est merveilleux.
Les outils que je vous ai présentés plus tôt pour gérer le risque de change, l'ordre à court limité et le contrat à terme. Peut vous aider avec 55 devises, donc pas seulement l'euro, et puis toujours avec la même mission de vous offrir un taux qui soit plus compétitif que les banques. Alors voilà, je vous remets ici le lien pour les taux préférentiels, mais Romain vous les partagera aussi. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez commencer à les rentrer dans le Q&A. Ça me fera plaisir d'y répondre immédiatement, dans le fond. Merci. Super, merci Amélie. Alors, on va faire les réponses aux questions rapidement en 2 secondes. J'ai une question et puis quand Dan parlera aussi, Amélie répondra par écrit à chacun. Comme ça, voilà. Je prends juste une rapide question et on donne la parole à Dan tout de suite. Une question. Donc, question de Marion, est-ce qu'on peut faire une soumission en ligne sur AFX pour connaître les frais estimés de la transaction? Oups, excusez-moi. Oui, à vrai dire, avant de réserver le taux, oui, vous voyez la soumission et si vous êtes heureux, à ce moment-là, vous réservez le taux. Parfait, super. On laissera Amélie répondre parce qu'elle doit partir bientôt par écrit à chacun dans le Q&A. Donc, n'hésitez pas à écrire et elle vous répondra et tout le monde pourra voir les réponses aux questions auxquelles elle aura répondu. Et je laisse le floor à Dan. Merci beaucoup, Romain, Amélie. Donc, je vais repartager mon écran et on va aller de l'avant. Donc, jusqu'à maintenant, on a eu plein d'informations et on retourne pour une troisième tranche. Plus sur l'aspect juridique d'une transaction immobilière. Donc, on l'a vu avec Marie-Laure, il y a différents types de propriétés, naturellement, d'un point de vue physique, matériel ou architectural. Maintenant, d'un point de vue juridique, il y a différents types de propriétés. On peut acheter une propriété tout seul et en être pleinement propriétaire du cadastre, c'est-à-dire du lot avec la bâtisse qui est construite dessus. On peut être une personne ou 2 personnes qui achètent cette même propriété. Ou on peut avoir des bâtiments qui vont être détenus en ce qu'on appelle en copropriété. On a 3 types de copropriété. Alors, vous pouvez imaginer que ce soit des tours d'appartements ou un duplex. Il peut être divise, indivise ou en coop. Okay? Donc, on parle ici naturellement d'une division qui est d'un point de vue cadastral et donc juridique. Donc, visuellement, on voit le bâtiment. C'est un bâtiment avec plusieurs portes, plusieurs clés. On le comprend bien. Mais d'un point de vue juridique, il y aura des différences qui vont être importantes sur vos relations avec vos autres copropriétaires et aussi sur l'aspect financement parce qu'ils se financent tous de manière différente. Donc, le plus habituel qu'on va c'est les copropriétés qui sont divises. Donc, vous achetez votre appartement, vous êtes 100% propriétaire de votre unité de logement qui est soit sur le sol, soit qui flotte dans un bâtiment. Okay? C'est ce qu'on appelle les copropriétés divises, c'est les condos, c'est ce qu'on voit tout le temps. Il y a un contrat qui s'appelle la déclaration de copropriété divise et il y a un syndicat des copropriétaires qui gèrent ensemble la bâtisse, etc. Okay? Il faut comprendre, une maison unifamiliale ou une propriété ou une copropriété divise peuvent se financer avec simplement un apport de 5%. Okay? Donc, se finance à 95%. Maintenant, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'il y a eu une certaine vague où des investisseurs achetaient des duplex, des triplex, des quadruplex, donc des multi-logements sur l'île de Montréal, les convertissaient en condos et les revendaient. Ce qui a créé une petite crise de logement parce que ce n'est pas tout le monde qui pouvait se permettre. Aujourd'hui, on peut mettre 5%, mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Donc, il y a eu beaucoup moins d'appartements, de logements locatifs qui étaient disponibles sur le marché. Ça a créé une crise. La ville de Montréal est intervenue. Et sur l'île de Montréal, il y a un moratoire. On ne peut plus acheter de multiplex qui ont déjà été loués. Donc, qui ont déjà été loués, vous pouvez construire neuf. Et vous ne pouvez plus acheter des multiplex qui sont loués pour les convertir en condos et les revendre. Okay? Parce qu'en le faisant, on augmente instantanément la valeur de la propriété. Vous achetez, je donne un exemple, un duplex, pour donner un exemple, à 400 000 $ l'unité, c'est-à-dire la porte. L'expression, c'est la porte, donc 800 000. Vous le convertissez en condo et vous êtes capable de les revendre chacun avec un petit 100 000 $ de plus parce qu'il y a plus de personnes qui sont capables de l'acheter. Okay? Donc, sur l'île de Montréal, on a interdit les conversions
en divise. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé à côté. Les gens sont toujours plus intelligents. Et on fait ce qu'on appelle les copropriétés indivises. C'est-à-dire que vous allez acheter une partie de la propriété. Je donne un exemple, 33% ou 50%. Mais il reste seulement un seul cadastre. Donc, la propriété n'est pas divisée cadastralement, elle est divisée physiquement. Mais vous allez vous entendre avec les autres copropriétaires pour chacun un droit exclusif d'usage. Okay? Ce qui fait en sorte que comme il y a seulement un seul cadastre, il y a une seule banque qui va accepter de prendre son hypothèque, sa garantie sur l'ensemble de la propriété. Et aussi, en fait, il y en a juste qui le font, c'est Caisse des Jardins, la Caisse populaire des Jardins et la Banque nationale. Et aussi, c'est plus difficile à financer. Les banques vont financer jusqu'à 75 à 80% de la valeur du bien. On va surtout voir ce type de propriété. Merci. On va surtout voir ce type de propriété sur le plateau Mont-Royal, à Outremont et à Notre-Dame-de-Grâce. Finalement, on va voir aussi, plus rarement, il y a ce qu'on appelle les coops. Les coops, en gros, c'est une structure où une société va acheter un immeuble et va émettre des actions. Et chaque action va être liée à un droit exclusif d'un appartement. Ça, on va beaucoup rarement, c'est pour des propriétés de plus de prestige. On va voir plus ça au centre-ville, à Westmount. Donc, on parle des immeubles comme le Port-Royal, le Westmount Square, etc. L'avantage de ce genre d'unité, c'est comme vous achetez pas une partie de l'immeuble, mais vous achetez un certificat d'action, comme des actions de Google, par exemple, vous achetez un certificat d'action qui est mobilier. Donc, ce n'est pas immobilier, donc il n'y a pas de droit de bienvenue. Donc, lorsque vous achetez une propriété à 2 millions de dollars et vous pouvez sauver 2-3% de droits de mutation, de taxes de bienvenue dessus, c'est sûr que ça vaut la peine. Par contre, c'est très difficilement finançable. Il y a juste la HSBC dans certains cas qui va le financer. Donc, ça fait en sorte que c'est beaucoup, beaucoup plus rare et c'est réservé pour des propriétés de plus grande valeur. Okay? On l'a vu avec Marie-Laure, les différentes étapes. Juste pour rappeler rapidement, l'inspection, lorsque vous faites votre offre d'achat, vous allez sûrement mettre des conditions. Okay? Et ces conditions sont naturellement le due diligence, ce qu'on appelle la vérification diligente. Donc, vous allez vérifier les titres, l'inspection de la propriété et aussi d'avoir un financement. Mais l'inspection de la propriété, c'est bien important de comprendre que l'inspecteur, il n'a pas des rayons X dans ses yeux. Lui va faire une visite et il va inspecter d'un point de vue visuel la propriété et en surface. Il ne peut pas commencer à démolir les murs pour voir s'il y a de la moisissure à l'intérieur des murs, s'il y a de la muffe, des matériaux, des isolants cancérigènes qui sont dans le plafond, etc. Par contre, il devrait être capable de repérer des indices qui vont mener à ça. Par exemple, si on voit des traces de moisissure à l'extérieur des murs ou de l'eau qui a coulé, naturellement, l'inspecteur va soulever la question. Et vous pouvez passer dans une deuxième étape où, par exemple, des échantillons vont être pris et envoyés dans un laboratoire. Même chose si les murs commencent à être fatigués, si on voit que les planchers sont légèrement tordus, ça peut être des indices qu'il y a des problèmes de fondation. Mais il faut bien comprendre que l'inspecteur, lui, va vous donner un rapport d'inspection visuelle et de surface. Okay? Même chose si vous faites une inspection en hiver, il ne va pas aller sur le toit et commencer à déneiger le toit pour voir l'état du toit. Donc, ne pas juste se fier sur l'inspection et toujours aller un peu plus loin que ça et poser les bonnes questions. Pour le financement, juste pour aller sur les grandes lignes générales, au Canada, on a plusieurs banques. C'est des banques à charte. Il y a aussi des prêteurs privés et il y a aussi des prêteurs Type B lenders qui ne sont pas des banques, mais qui sont plus des prêteurs commerciaux, prêteurs professionnels. Donc, on va sûrement voir, on va tout voir au Québec, il y a des financements pour les résidents, non-résidents et pour les Français. Lorsque vous êtes résident, on parle d'un point de vue résidence plus fiscale, moins d'un point de vue immigration. À partir du moment où vous êtes salarié au Québec avec un permis de travail ou que vous êtes travailleur autonome, peu importe votre statut d'immigration, avec 2 ans de revenus stables, vous allez être capable de chercher un financement jusqu'à presque 95% de la valeur de votre acquisition. Vous allez aussi entendre parler de l'assurance SCHL. En fait, cette assurance, c'est comme une caution. C'est une caution, soit un organisme gouvernemental ou privé qui va venir cautionner votre prêt auprès de la banque. Donc, ils vont assurer votre financement. C'est ce qui vous permet d'emprunter jusqu'à 95% du prêt. À partir du moment où vous mettez 20% du financement, vous n'êtes plus obligé de prendre cette assurance parce que cette assurance est obligatoire et cette assurance, elle a un coût. Et le coût est de 3%, légèrement dégressif dépendamment de votre mise de fonds, mais ça s'arrête à 2,7%, plus ou moins. Et il y a une taxe sur l'assurance de 9%. Okay? Donc, de manière générale, avec une très petite mise de fonds, on serait capable d'acheter à Montréal, au Québec. Et les délais de financement sont assez rapides. Mais comme Marie-Laure l'expliquait, on vous recommande fortement de commencer les démarches de financement en amont.
Avant même de commencer à chercher une propriété, vous devez savoir à quel point vous êtes finançable et même avoir une lettre de préapprobation parce qu'effectivement, dans vos négociations avec un vendeur, venir avec une lettre de préapprobation de montrer que vous êtes finançable pour 500 000, 700 000, 1 million de dollars, ben, ça convainc plus rapidement les vendeurs de choisir votre offre versus une autre offre qui n'a pas de préapprobation. On n'est pas trop certain. On parle aussi d'assurance hypothécaire. Vous allez voir souvent avec votre financement ou avec, si vous avez déjà rencontré ou vous avez déjà vu nos anciennes conférences avec Aviat Boule, on peut aussi assurer votre prêt hypothécaire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous empruntez de la banque et vous tombez malade, vous perdez votre emploi ou un de vous décède. Il y a des compagnies d'assurance qui vont rembourser votre prêt, soit en partie, soit en totalité. Soit les versements, pendant que vous êtes malade, soit la totalité du prix, par exemple, si vous décédez. Et ça peut être très intéressant. Les coûts d'assurance sont assez atterrants. Donc, on vous recommande fortement d'analyser ce point-là au moment du financement. Okay? Il y a naturellement des différences entre ce qu'une banque peut vous offrir, comme par exemple, vous voyez les avantages de faire affaire avec, par exemple, Amélie. Même chose avec un conseiller en sécurité financière comme Aviat. Vous allez sûrement avoir des conditions plus intéressantes. Maintenant, si vous êtes non-résident, par exemple, vous êtes un Français qui veut s'acheter un pied-à-terre à Montréal ou un chalet pour visiter vos enfants, vous pouvez quand même passer au financement au Canada. C'est légèrement plus difficile parce que les banques canadiennes comprennent moins bien les preuves de revenus françaises, comprennent mieux les preuves de revenus américaines, par exemple, mais ça se fait quand même et vous pouvez chercher un financement de 65 à 80% de la valeur du bien. Maintenant, notre bureau avec la Banque transatlantique et la Banque CIC, on a monté un financement assez intéressant pour les Français qui veulent acheter au Québec. Donc, on va faire un financement en France avec des termes et conditions qui sont plus intéressantes en France, mais qui peuvent prendre beaucoup plus de temps à monter pour l'acquisition d'une propriété. Naturellement, on fait affaire avec des banques françaises, donc c'est assez particulier, c'est un peu plus complexe et ça se réserve surtout pour des propriétés qui ont une plus grande valeur. Mais en même temps, comme ce sont des banques privées, ils ne sont pas limités avec les termes et conditions canadiennes, comme par exemple, vous pourrez financer plus que 80% si votre dossier financier le permet. Maintenant, une fois qu'on arrive chez le notaire, donc par exemple, je suis notaire au Québec, quel est notre rôle? Notre rôle, c'est d'être le conseiller juridique de toutes les parties et de tous les intervenants à la transaction. On est impartial, on s'assure que tout le monde est bien protégé et que la transaction se passe selon l'intention qui a été conclue. Okay? Et comme officier public, naturellement, c'est nous qui veillons à l'enregistrement des titres. Donc, c'est bien important, on ne représente pas juste l'acheteur, mais on représente aussi le vendeur. On représente la banque qui va financer l'acquisition, donc la banque de l'acheteur, le prêteur de l'acheteur. Et on va aussi s'occuper de la banque du vendeur pour s'assurer que la banque du vendeur se fasse rembourser. Et on va même rembourser tous les comptes et mettre les comptes à zéro, donc avec les taxes municipales, les taxes scolaires et les autres intervenants qui sont dans une transaction. Donc, la raison pour qu'on passe devant chez le notaire, c'est vraiment pour s'assurer que tout le monde est bien protégé, contrairement encore maintenant, par exemple, aux États-Unis, où il faut un avocat pour le vendeur, un avocat pour l'acheteur, et réellement, ça complique les relations et augmente les coûts. Naturellement, tous les fonds passent par notre compte en fidéicommis, un pour protéger l'acheteur et ensuite de ça pour protéger le vendeur. Par exemple, pour protéger le vendeur va signer son acte de vente, mais il ne touche pas son argent encore. Donc, nous, on protège l'acheteur en s'assurant que les fonds passent dans notre compte. Ensuite de ça, le vendeur vend. Et avant de remettre les fonds au vendeur, on s'assure que votre acte de vente a été publié pour s'assurer que le vendeur n'est pas parti juste après notre rendez-vous chez un autre notaire pour s'il y a un autre acte de vente, par exemple, ou qu'il y a une autre hypothèque qui est tombée sur la propriété avant l'enregistrement de votre titre. Donc, pour protéger tout le monde, on gère les fonds en fidéicommis. On va naturellement, lorsqu'on va recevoir le dossier, par exemple, de Marie-Laure, ou d'autres agents immobiliers, on reçoit l'offre d'achat, on l'analyse, on l'explique encore une fois de plus au client. On va analyser, on va examiner tous les titres. On va remonter jusqu'au début du cadastre pour s'assurer de voir toutes les servitudes. On va remonter peut-être 50 ans en arrière pour examiner toutes les transactions qui ont été faites pour s'assurer qu'elles ont toutes bien été faites et qu'il n'y a pas de vice de titre. On va repérer toutes les servitudes, donc ces droits qui existent sur la propriété, qui peuvent limiter vos droits d'usage sur la propriété ou qui peuvent vous donner plus de droits. Par exemple, souvent en arrière à Montréal, 1,5 mètre dans l'arrière de votre jardin vont être réservés, même si ça vous appartient, vont être réservés à Hydro-Québec et Bel-Canada et vont vous empêcher de construire des piscines sur ce terrain, par exemple, ou construire d'autres constructions sur cette partie du terrain. Donc, bien comprendre l'existence des servitudes. Même chose si vous avez un chalet au bord du lac,
Est-ce que d'autres personnes ont le droit de passer sur votre chalet? Est-ce que si vous achetez un chalet qui n'est pas sur le bord du lac, est-ce que vous avez le droit d'accéder au chalet en passant sur d'autres propriétés? Donc, bien faire attention de bien examiner les servitudes. On va aussi examiner le certificat de localisation, donc le document qui est préparé par un arpenteur géomètre. Le plan s'assure que la propriété est bien construite à l'intérieur des limites, qui respecte les règlements de zonage, les marges de recul, les servitudes, etc. Et on va mettre en place votre financement, donc le financement que vous aurez négocié avec votre prêteur, votre banque, et donner les garanties que vous avez contractées. Donc, les prises de garantie qu'on appelle des hypothèques au Québec. De ce que j'ai cru comprendre, hypothèque en France a une connotation un peu plus péjorative dans le sens préjudice aux qualités financières. Une hypothèque au Québec, c'est simplement le lien qu'on inscrit contre la propriété, tout à fait normal. Donc, naturellement, lorsqu'on examine les titres et qu'on découvre des vices de titres, on va les corriger et on va veiller au remboursement et à la réalisation de tous les anciens prêts qui sont inscrits sur la propriété pour pas que vous vous retrouvez à acheter une propriété, payer le plein prix et devoir rembourser vous-même le prêt de votre vendeur. On va aussi mettre tous les comptes à zéro. On va contacter toutes les taxes, les autorités de fiscalisation comme les taxes municipales, les taxes scolaires. Lorsque c'est une copropriété, on veut s'assurer qu'il n'y a pas de soldes qui seront dus parce que vous pouvez une fois de plus vous retrouver à payer les balances ou les soldes dus des vendeurs. On fait les ajustements pour les frais d'énergie, huile, électricité, gaz métropolitain. Et s'il y a des baux qui sont sur la propriété, on fait les ajustements entre acheteurs et vendeurs pour que les bons comptes font les bons amis. Lorsque vous achetez et vous devenez propriétaire, tous les comptes soient à zéro et que si jamais le vendeur a prépayé quelque chose pendant une période où vous allez être propriétaire, que vous le remboursez. Ensuite de ça, on va préparer et on va vous expliquer tous les actes juridiques qui vont découler de votre offre d'achat et de votre financement. Donc, on va préparer l'hypothécaire et l'acte de vente qu'on va éventuellement inscrire. Donc, le rôle du notaire, en fait, commence en même temps, en général, qu'avec les agents immobiliers. On s'assure avec le client qu'ils comprennent bien dans quelle direction ils vont, qu'ils comprennent bien leur projet, à quoi s'attendre. La même manière que les agents immobiliers qui vont les accompagner plus longtemps que nous, mais nous, on veut juste s'assurer qu'ils comprennent bien, qu'ils sont bien alignés et qu'on commence tout de suite, dès que l'offre d'achat est signée, très important, qu'on commence tout de suite la vérification diligente sur les titres parce que généralement, vous avez par exemple de 15 jours, 30 jours dans votre offre d'achat pour lever ce qu'on appelle toutes les conditions, naturellement incluant la vérification diligente, la due diligence, donc l'examen de titre, le certificat de localisation, parce qu'après cette période, techniquement, vous êtes réputé avoir accepté même des fois les vices de titre. Donc, il faut bien faire attention que pendant cette période de vérification diligente, dès que l'offre d'achat est signée, on commence l'examen de titre pour repérer tout problème potentiel qui pourrait survenir. Ensuite de ça, naturellement, on vous assiste avec le financement, le montage des fonds et on coordonne avec vous, on vous donne le montant pour votre transaction, donc la mise de fonds, les ajustements, les frais de notaire, etc., etc. Et ensuite de ça, on passe à la transaction. Frais de clôture, comme Marie-Laure l'a mentionné, prévoyez à peu près 3% lorsque vous faites votre budget. 3% qui devrait inclure plus ou moins les inspections, les évaluations, les frais de notaire et la taxe de bienvenue. Okay. Lors de votre vérification diligente, je ne peux pas le mentionner plus que ça, mais c'est vraiment important. À partir du moment où vous signez votre offre d'achat, tout de suite, examinez votre certificat de localisation, examinez bien, lisez bien les servitudes, parce qu'entre les servitudes qui sont comprises par le vendeur et ce qui est réellement écrit, il y a souvent un monde de différence, surtout dans le Nord. Examinez bien si c'est une copropriété, les règlements de l'immeuble. Est-ce que ça convient à votre projet? Par exemple, est-ce que vous comptiez faire un bureau dans votre appartement? Est-ce que vous avez des animaux particuliers, des crocodiles, des choses comme ça? Est-ce que vous avez le droit de les amener? Est-ce qu'il y a des litiges dans l'immeuble? Est-ce qu'il y a des cotisations spéciales, des factures qui vont être envoyées après, donc qui n'ont pas été encore votées ou qui vont être votées ou qui ont été votées, mais qui vont être dues, être payables après votre transaction? Donc, assurez-vous, dans votre vérification diligente, de bien examiner ces points. Naturellement, il y en a plusieurs autres. Un autre point que Marie-Laure a mentionné qu'on devrait en parler, c'est les garanties légales. Donc, lorsque vous achetez, normalement, il y a ce qu'on appelle les garanties légales, des garanties automatiquement que la loi confère. Et qui dit, ben, vous achetez un bien, vous payez un prix pour un bien, que ce soit une télévision, une maison, une voiture. Ce bien-là est supposé fonctionner de la manière qu'il devrait être. Maintenant, si jamais il y a des vices cachés, vous pouvez avoir un recours, par exemple en diminution du prix contre le vendeur. Il faut bien que ce vice soit caché, qu'il ne vous soit pas dénoncé. Maintenant, c'est bien important,
de ne pas se fier juste à cette garantie légale parce que les tribunaux sont très directs sur ce point. Vous ne pouvez pas acheter les yeux fermés. Vous devez faire votre inspection. Vous devez analyser la propriété. Si vous n'êtes pas diligent dans votre acquisition, ne comptez pas sur la garantie légale pour venir vous protéger. Vous devez faire vos vérifications pour bénéficier de la garantie légale. Et il faudrait vraiment que ce soit un vice qui est caché. À partir du moment où le vice est trouvé, que le vice est dénoncé, vos recours sont limités. Mais certains vendeurs vont essayer de vendre sans garantie au risque et péril de l'acheteur. On va surtout voir ça dans des propriétés qui sont vendues comme des investissements. Lorsque les vendeurs sont des successions, parce que les liquidateurs ou les héritiers ne connaissent pas trop la propriété, ne connaissent pas trop l'historique, ou des syndics de faillite. Donc, juste bien faire attention aux vices cachés et au type de transaction. Au Québec, lorsque vous achetez du résidentiel, en général, c'est avec garantie légale. C'est d'ailleurs la formule automatique qui est dans l'offre de Locaïc, les offres d'achat standard au Québec. Maintenant, faire attention, on a la TPS et TVQ. Ceux qui connaissent ça au Québec, ça, vous allez au restaurant, vous avez une petite taxe de 15%. Vous allez acheter de l'équipement informatique, vous avez une petite taxe de 15% partout. Maintenant, si vous achetez une propriété neuve au Québec, donc comme un condo neuf ou une propriété nouvellement construite par son constructeur, vous allez être taxé, vous allez avoir la taxe de TPS TVQ. Maintenant, si vous achetez un condo neuf ou une propriété neuve directement au promoteur et que vous allez l'utiliser comme votre résidence principale, vous pouvez avoir un remboursement partiel de cette TPS TVQ. C'est un calcul qui se fait directement à la transaction. Maintenant, à partir du moment où la propriété a été utilisée, elle devient ce qu'on appelle, selon la loi, non neuve. Okay? Juste pour ne pas dire usagée. À partir du moment où elle a été utilisée une fois, elle n'est plus neuve et la propriété est complètement exonérée. On ne parle plus de TPS TVQ. On parle ici de propriétés qui sont à des fins résidentielles. Donc, à partir du moment où la propriété n'est pas résidentielle, donc non résidentielle, donc si elle est commerciale, investissement industriel, bref, elle va être taxable. Donc, si par exemple, vous achetez une propriété où il y a une partie qui n'est pas résidentielle, donc non résidentielle, je donne l'exemple, un commerce au rez-de-chaussée et 2 appartements résidentiels en haut, ben, il y aura une partie qui va être taxable sur TPS TVQ. Donc, juste assurez-vous que la TPS, d'avoir bien cerné ce point. Si une partie qui n'est pas, si une partie qui est non neuve, donc elle ne serait pas taxable si c'est non neuf, et elle ne serait pas taxable si elle est résidentielle. Okay? Stratégie de protection. Donc, souvent, on pose la question, comment on fait pour acheter le bien et le protéger? Donc, on peut le mettre au nom de qui? Par exemple, si un conjoint est exposé à des risques parce que c'est un professionnel ou il est en affaires, on pourrait mettre la propriété au nom de son conjoint qui n'est pas exposé à des risques. Par contre, Money Talks, donc qui a l'argent et est-ce que cette personne passerait au financement? Donc, naturellement, avant de pouvoir parler de planification de protection d'actifs, il faut qu'on voit comment on va financer l'acquisition. Ensuite de ça, on peut voir si des fonds sont donnés par un membre de la famille. On pourrait voir des donations notariées où on viendrait protéger au moins cet apport contre les créanciers et même les divorces. Donc, c'est assez intéressant. Et finalement, comme vous pouvez le voir dans les autres conférences qu'on a déjà données dans les jeudis Tranquillité d'esprit sur Maudit français, on parle aussi de fiducie de protection d'actifs. Acheter le bien dans une fiducie et le protéger normalement contre tout recours et tout revers de fortune qui pourrait se passer dans votre vie. Fiscalité à la revente, juste rapidement pour vous expliquer, vous achetez une maison ou un condo, vous y habitez dedans, vous le revendez dans le cours normal des choses. Je pense qu'il faut que Jean-Philippe arrive. Ben, c'est souvent un sujet que Jean-Philippe nous parle. Donc, vous achetez cette propriété, vous l'utilisez pour vous-même, vous y habitez dedans, vous le revendez éventuellement. Cette vente sera exemptée d'impôts. Sinon, au Canada, les biens sont imposés sur la revente. Donc, on parle du gain en capital. En général, au Québec, vous pouvez compter à peu près 25% de votre profit, de votre gain en capital va être taxé, à moins que c'est votre résidence principale. Maintenant, on peut parler pendant au moins une autre 15 minutes de qu'est-ce qu'est la résidence principale. Pour les fins de cette présentation, si c'est votre maison, vous habitez dedans, vous pouvez l'utiliser. Mais sachez que l'exemption de résidence principale peut être utilisée sur un chalet, sur un condo en Floride, par exemple, pour des fins fiscales canadiennes. Okay? Si jamais vous achetez une propriété, vous y habitez la moitié du temps et vous la louez l'autre partie du temps, vous pouvez avoir une exonération partielle au prorata de l'augmentation de valeur pendant qu'elle était résidentielle ou pas, ou pendant temporelle. Donc, c'est à voir. Les non-résidents, si vous achetez une propriété au Québec
au Canada et vous la revendez, attendez-vous à une retenue. Donc, l'argent va être bloqué. Mais ce n'est pas l'imposition directe, c'est juste l'argent va être bloqué temporairement, le temps que vous faites vos déclarations d'impôts avec le gouvernement et que vous entendez. Retenue, attendez bien qu'elle soit au moins de 38%, à peu près 38% du prix de vente. Okay? Non pas du gain en capital. Donc, c'est juste l'argent qui est bloqué, le temps que vous faites vos démarches fiscales avec les autorités fiscales. Et ensuite de ça, vous payez, par exemple, le 25% sur le gain en capital, sur la plus-value qui s'est accumulée, et les fonds sont relâchés. Maintenant, j'ai parlé un peu plus tôt, et sans faire une longue histoire, plusieurs personnes vont contempler l'histoire, la possibilité d'acheter un plex, donc un multilogement, un duplex, un triplex, un quadruplex, utiliser une partie et le convertir en condo. Donc, sur l'île de Montréal, c'est un peu plus compliqué, mais ça se fait. Surtout si vous comptez mettre des membres de votre famille ou des acheteurs qui vont être occupants. À partir du moment où tout le monde et les propriétaires sont tous occupants, on peut convertir par exemple d'un divise en divise et on augmente pratiquement instantanément la valeur de la propriété parce qu'on est capable de revendre les unités beaucoup plus facilement. Rappelez-vous, avec une mise de fonds de 5%, contrairement à une mise de fonds de 20-25%. Et donc, on arrive maintenant à la période de questions-réponses. J'espère que toutes ces informations vous ont été utiles. Il y a eu beaucoup d'informations. On a dépassé le temps, mais je pense que ça valait l'investissement pour tout le monde, pour nous de vous expliquer et pour vous d'entendre toutes les étapes entre la prospection, les offres d'achat, le rapatriement des fonds et les aspects juridiques d'une transaction pour l'acquisition d'une propriété au Québec. Super, merci beaucoup Dan. Je vous invite tous à… vous avez vu le QR code de Dan qui était… il est là encore en bas à gauche. Et donc, voilà, vous avez directement accès à son agenda. Donc, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec Dan, vous pouvez juste prendre votre téléphone, scanner le QR code et passer votre appareil photo dessus. Alors, on a de la chance. Blandine et Amélie ont déjà répondu à beaucoup de questions dans le Q&A par écrit, puisqu'on en a reçu un certain nombre. Donc, je pense que là, vous pouvez aller consulter les réponses à vos questions. Comme Dan l'a dit, on a pas mal débordé. Il y a quelques autres questions. Alors, on a des messages de remerciement. Ça, c'est toujours agréable. Merci, Christine. À bientôt. Et puis, on est aussi sur Facebook Live. Donc, j'espère que Monsieur Zouzi, j'espère, ou Madame Zouzi, je ne peux pas voir votre photo, mais en tout cas, j'espère qu'on a répondu, parce que vous aviez pas mal de questions sur le Facebook Live. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Dans les questions qui sont arrivées, on a pas mal de choses qui sont aussi sur le process d'achat-vente. S'il y a des gens à qui on n'a pas répondu à la question, vous pouvez lever la main aussi pour la poser à l'oral. Mais bon, je sais que souvent les gens sont timides, donc, mais n'hésitez pas à lever la main. On a encore Bébin qui nous dit merci, très intéressant comme toujours. Merci à vous. Et je pense que on a d'autres questions auxquelles on n'a pas encore répondu par écrit, qui est, je vais quand même les lire rapidement. Il y avait une question de Denise. Est-ce que vous pouvez recommander un courtier Westland ou Laval? Vous avez pu répondre à ça? Marie-Laure, on ne t'entend pas. Blandine, tu es sur mute. Vous êtes toutes les deux sur mute, Blandine et Marie-Laure, donc on vous entend. Désolée, j'ai du mal. Oui, Marie-Laure a sûrement quelqu'un recommandé. Oui, je suis en train de répondre. Parfait, super. Donc, on va, de toute façon, je vais exporter toutes les questions qu'on a reçues là, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je vais les envoyer à nos intervenants d'aujourd'hui et puis ils répondront individuellement à chacun pour les questions qui n'ont pas encore été répondues. Romain, j'aimerais juste soulever quelques bonnes questions qui ont été posées. Oui. Le groupe, si on peut prendre quelques minutes. Vas-y. Laurent qui dit « Vous devrez préciser que les prix hypothécaires au Québec sont limités de 1 à 5 ans et non 20 à 25 ans en France. » Effectivement, en France,
même si les démarches sont plus complexes et plus longues, les prêts sont beaucoup plus intéressants. Au Québec, les termes en général sont de 1 an à 5 ans. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir plus, mais il y a souvent les gens vont préférer rester de 1 an à 5 ans parce que si vous vendez, vous pouvez être pris avec une pénalité. Okay? Donc, en général, ici au Canada, traditionnellement, les prêts sont de 1 à 5 ans pour du résidentiel. Ça n'empêche pas que vous pouvez essayer de négocier plus long. Ensuite de ça, pour rajouter, Dan, c'est qu'avant, il n'y a encore pas si longtemps que ça, les taux étaient très, très, très élevés. Hein. Il y a encore 5 ans, c'était 5, 6, 7% le taux. C'est monté jusqu'à 15% il y a 15 ans. Et que maintenant, on varie entre 1,8 et 2,2%. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'acheteurs aussi, parce que les taux sont plus proches de ce que vous connaissez en France quand même. Et on nous dit que le taux va rester assez bas. Donc ça, je trouve que c'est un détail très important. Exact. Mais ça ne ressemble pas, même si les taux sont bas, ils sont bas, mais ça reste avec des taux très bas qu'il y a en France. Non, et c'est pour ça qu'on a un programme de financement en France pour l'acquisition de propriété avec de banques, parce que c'est effectivement assez intéressant, des termes de 20 ans à moins d'1%, c'est incroyable. Mais voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au Canada, on est quand même à 2%, c'est assez intéressant. Oui, c'est bien. L'impact du REM à Montréal, c'est sûr. Le REM, c'est ce train, ce grand métro qui est en train de se faire développer partout. C'est sûr que ça augmente les propriétés. Il y a une petite taxe qui s'ajoute sur les propriétés qui vont en bénéficier, mais ça ne fait qu'augmenter la valeur des propriétés qui vont être proches de cela. Pour l'acheteur actuel, il en verra le profit s'il veut revendre dans 5 ou 10 ans. Actuellement, sur ces gros projets, l'impact n'est pas immédiat. Hein. Mais si on achète maintenant et qu'on vend dans 5-7 ans, quand le REM sera déjà efficace, là, oui. Ça prend quelques années, ce qui est l'avantage des acheteurs en ce moment. Parce qu'une partie du REM va sortir de terre dans peu de temps. Donc ça, c'est bien. On attend les statistiques de Blandine au prochain épisode. Oui, voilà. Je partagerai ça avec plaisir. Le rive sud, le REM sera sorti. Le REM étant l'équivalent du RER pour les Parisiens. On va essayer de vous apporter des mises à jour du marché, peut-être 1 ou 2 fois par an sur les prochaines années qui arrivent. On a bien dépassé le temps horaire, mais pour conclure, on avait quand même une autre question qui était il faudrait faire un webinaire sur les retraites pour les personnes ayant travaillé en France et au Québec. Oui. Promis, je vais vous trouver un expert et j'organise le webinaire. Oui, je pense que c'est intéressant. Donc, abonnez-vous à l'infolettre et vous verrez passer l'info. On va faire quelque chose. Parfait. J'ai plus qu'à vous remercier. Amélie est partie parce qu'elle avait un train à prendre pour rentrer sur Montréal. Et puis à vous dire de continuer à nous suivre puisqu'on a régulièrement tout un tas de sujets de la vie d'expat qu'on essaie d'éclairer pour vous. Donc, continuez à nous suivre et puis on vous souhaite une bonne après-midi et puis un bon confinement. À bientôt sur Maudit Français. Merci. Ciao, ciao. Bye. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir.